Alors déjà, il y a quelque chose qui est hyper positif pour vous par rapport aux étudiants avec qui j'ai pu parler l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est que je pense que vous avez presque tous un portfolio. Alors, est-ce que vous êtes sur Behance ou sur un autre? Behance, c'est Behance qui a gagné la guerre. Ok. On va bosser un petit peu ensemble ensuite sur, voilà, sur votre identité, sur votre marque en tant que vous. Certains d'entre vous ont dit y penser, vous avez déjà commencé à avancer là-dessus. Maintenant, pour avoir vu, j'ai fait partie des membres du jury là, pour le diplôme, vous avez montré vos books, et le problème c'est que vos books, ils sont géniaux, mais vous avez dû travailler sur plein de choses qui sont hyper différents, des univers différents, qui fait que quand on les regarde et qu'on fait, ça n'a aucun sens. Parce qu'en plus, vous êtes sur la quête de vous-même, en plus à travers ces pages. Maintenant, je vais reprendre là où j'en étais ce matin, où je vous disais que normalement, chercher un emploi, c'est pour les losers. L'idée étant que, évidemment, là, vous êtes en train de commencer votre démarche, vous êtes en train de commencer votre carrière, mais l'idée, c'est que par la suite, une fois que vous avez fait cette première expérience, eh ben, vous soyez suffisamment visible de l'extérieur par rapport aux projets sur lesquels vous avez travaillé, que vous ayez un réseau suffisamment développé. Donc déjà à commencer, j'espère que vous êtes tous en contact les uns avec les autres, quelle que soit votre spécialité de cette promo. Parce que vous ne savez jamais avec qui vous allez avoir besoin de travailler par la suite. Donc moi par exemple, c'est pratique d'avoir été, donc j'ai organisé Creative Day ici pendant 3 ans, sans doute vous avez entendu parler. Moi c'est génial parce que j'ai pu rencontrer différents designers de différentes filières et avec eux j'ai pu travailler chez les clients. Et que ce soit dans la partie produit, dans la partie communication ou dans la partie automobile. Donc c'était pas mal de savoir, d'avoir un petit peu un ensemble sur votre écosystème. Alors rapidement, il y a 5 slides un peu chiants, mais c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites à tort et à travers aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les réseaux sociaux pour recruter parce qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau pour vous, c'est que les entreprises aussi sont en train de chercher à se faire connaître. Les entreprises aussi essayent, comme un candidat, essayent d'être trouvés par les candidats qui ne les cherchent pas. Comme vous allez essayer d'être trouvé par l'entreprise qui ne vous cherche pas. Donc en ce moment, on va dire que les 2 camps sont à égalité dans la mise en place des outils et les entreprises comme les candidats cherchent à être connus finalement. Et voire même un petit avantage pour vous, parce que vous avez sans doute un petit avantage par rapport aux pratiques réelles des entreprises sur la présence sociale et en ligne qu'elles peuvent avoir. Alors rapidement, quelques chiffres pour un peu vous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le monde du recrutement par rapport aux réseaux sociaux. Bon, déjà, il y a entre 56 et 60% des entreprises qui utilisent les réseaux sociaux pour recruter. Alors, déjà, ça veut dire que 40% continuent à passer par Pôle emploi, continuent à passer par la PEC, continuent à passer par le canal historique. Mais ça veut dire que 60%, certains les plus anciens sont assez basiques et vont considérer que LinkedIn c'est un réseau social. Les encore plus basiques vont considérer que Viadeo est un réseau social. Qui est sur Viadeo? 3, 4, très bien. Qui est sur Copain d'avant? Oui, bah c'est un peu le même niveau en fait. Qui est sur LinkedIn? Voilà, ok. Alors moi je vous conseillerais, aujourd'hui, je vous conseillerais de fermer votre profil Viadeo et de mettre un petit lien, maintenant c'est ici que ça se passe, et renvoyer directement sur LinkedIn. Juste pour systématiser un petit peu votre présence et pas dissiper les gens qui vous chercheraient ou qui ne vous chercheraient pas. Parce qu'aujourd'hui, des sites comme Viadeo, ça ne participe pas à vous faire connaître, ça participe juste à vous faire oublier qu'un jour, il faudra mettre à jour votre profil Viadeo, alors que sans doute, votre profil Behance ou votre profil LinkedIn est à jour. Donc autant simplifier les choses. Par contre, il y en a d'autres qui commencent enfin à comprendre que oui, DeviantArt c'est un super outil pour recruter, oui, Behance c'est un super outil pour recruter, oui, tous les meet-ups qui sont organisés autour du design sont des super endroits où aller pour recruter. Voilà. Il y a des entreprises un petit peu plus en avance que les autres qui commencent à s'intéresser à ça. Par contre, et ça ce sont les recruteurs qui sont en train de s'apercevoir, c'est que s'il n'y a que 43% des entreprises qui effectivement vont vous glisser sur votre nom, vont prendre le temps, alors il faut déjà savoir que c'est une bonne chose. Un recruteur qui prend le temps de farfouiller Internet pour voir ce qui se dit sur vous, ou voir s'il n'y a pas d'autre chose que votre portfolio, c'est qu'il déjà il s'est arrêté sur votre profil et il veut en savoir davantage. Déjà c'est plutôt positif. Par contre, là où les recruteurs ne s'étaient pas méfiés, c'est que 90%
des candidats qui vont avoir un entretien avec une personne qui est identifiée, elles vont aller regarder, sur Facebook, pourquoi pas, sur Google en tout cas, ce qui se dit sur le recruteur. Voilà. Et c'est toujours amusant de voir une photo du recruteur qu'on va rencontrer qui, pour le coup, lui, a laissé sa photo de classe de 6e sur Copain d'avant et qui remonte très facilement. Ça décrédibilise un petit peu, on va dire. Bon. Donc bref, aujourd'hui, c'est pas vous en tant que candidat de vous cacher, c'est plutôt le recruteur. Ensuite, autre chose, j'aime bien ce chiffre. Il y a beaucoup d'entreprises, donc je vous disais, qui utilisent les réseaux sociaux, qui disent utiliser les réseaux sociaux, mais qui en fait ne connaissent que LinkedIn et Viadeo. Et Facebook, mais qui sont encore bloqués dans le Facebook des années 2010 et qui vont considérer que non, Facebook c'est du perso, c'est pas professionnel, on ne peut pas contacter quelqu'un sur Facebook. Il y en a encore qui croient ça. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même un petit peu à la ramasse. Voilà. Voilà, donc ça je reviens, en fait, j'aurais dû mettre avant ce slide effectivement sur le candidat. Qui pensait ça? Qui parmi vous pensait que les recruteurs pouvaient utiliser Facebook pour avoir des infos sur vous? 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui, on est quand même à la moitié, on est quand même à 50%, donc c'est quand même un truc qui a la vie dure. On m'a dit de faire attention. Pardon? Je sais que quand j'étais plus jeune, on me disait fais attention à ce que tu mets sur Facebook pour un résultat. Ah oui, avant 2012, complètement. Avant 2013, donc peut-être. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, vous pouvez mieux gérer le degré de sécurité de ce que vous partagez. Sachant que moi, c'est arrivé... je vous expliquais, j'ai passé 10 ans en Australie à faire du recrutement à travers le monde et j'étais parmi les premiers à utiliser les réseaux sociaux pour identifier des ingénieurs, designers, etc. Je n'ai trouvé qu'une seule fois quelqu'un qui m'a dit « Oui, je suis persuadé que les recruteurs utilisent les réseaux sociaux, utilisent Facebook et je suis persuadé même qu'ils ont un code qui permet d'aller voir ce qui se passe dans mon compte Facebook parce que j'avais partagé des choses et bien le recruteur, il m'a sorti des choses qui étaient je croyais, privées. C'est arrivé qu'une seule fois. Et vous savez où est-ce que cette fille voulait travailler? Et là, c'est un des responsables de la sécurité d'Obama, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps à Paris, qui m'a dit « We have means ». Voilà, on a des moyens, c'est tout. Voilà. Donc bref, oui, ça peut exister, mais bon voilà, uniquement si vous voulez bosser pour la sécurité, etc. Sinon, c'est juste une légende urbaine, vous oubliez, c'est pas le sujet. La mauvaise nouvelle, j'ai passé 2 heures à vous en parler ce matin, la mauvaise nouvelle, c'est que vous faites partie d'une génération qui fait beaucoup parler d'elle. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a jamais fait parler d'elle. Il n'y a jamais eu une seule conférence ou un seul cours sur la génération X. La génération X n'existe pas. La génération X n'a qu'une seule chose à faire, se taire, payer ses impôts et se faire flasher de temps en temps pour faire marcher le business. C'est tout. Vous faites parler de vous. Vraiment, sérieusement, on se pose des questions sur vous, sur votre fonctionnement. Il y en a qui sont pleins d'espoir sur votre génération, il y en a d'autres qui sont un peu inquiets, il y en a d'autres qui mélangent ce qui se passe dans leur boîte et ce qui se passe dans leur famille. Voilà. Mais il se passe plein de choses, on parle de vous. En bien ou en mal, on parle de vous. Voilà. Surtout que, pour info, aujourd'hui, les gens de votre génération sont en classe d'âge. Les moins de 30 ans sont plus nombreux sur le lieu de travail que les plus de 50. Donc en pouvoir, vous avez 0. Par contre, en volume, vous êtes les plus nombreux. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que vous n'avez aucune influence, vous n'avez aucun pouvoir physique sur votre environnement professionnel, le seul pouvoir que vous avez pour gagner de l'influence, c'est de partager, de documenter ce que vous faites, de mettre en ligne les travaux, si votre entreprise vous laisse le faire. Donc vous êtes un peu malin, vous laissez toujours quelques mois passer entre le moment où c'était top secret et le moment où ça devient grand public, pour documenter et présenter ce que vous faites. C'est hyper important. Documenter, documenter, documenter. Par contre, autant je suis d'accord pour dire qu'il y a pas mal de clichés sur vous, assisté, fatigué à force de trop jouer aux jeux vidéo, que vous n'êtes pas du tout, vous êtes des gros followers, pas du tout créatifs, que en gros vous êtes des branleurs. Moi, l'un de mes combats aujourd'hui, c'est de montrer qu'au contraire, votre génération est extraordinaire, elle est capable de tout, simplement, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Il ne faut pas vous prendre pour des enfants. Il faut vraiment vous prendre pour des adultes qui sont en train de découvrir pas mal de choses, surtout sur ce qu'est le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce putain de couche de politique qu'on va vous mettre sur le dos, savoir comment est-ce qu'il faut se comporter par rapport au patron qui passe dans le couloir, à quelle heure il faut arriver le matin, comment est-ce qu'il faut se présenter quand on fait une conférence, qui couche avec qui, vous êtes encore indemne de tout ça.
Essayez donc, ce que je vous disais ce matin, méfiez-vous des gens qui essaient de vous mettre dans leur camp, en considérant qu'il y a un camp dans l'entreprise. Méfiez-vous de tout ça, restez hors de ça. Par contre, il y a bien quelque chose qui est évident, et sur lequel je suis persuadé qu'il y a du travail à faire, c'est que vous manquez de ça. Pas de swag, hein, de confiance en vous. Parce qu'on vous laisse pas, peut-être qu'on vous laisse pas faire, peut-être que vous êtes victime de quelque chose que je suis moi-même victime. C'est que j'ai plein de choses à raconter, sauf que quand je clique sur YouTube, sur le blog machin, sur le site de Bidule, et bien d'un seul coup, je vois des gens qui racontent ce que je voulais raconter, mais en mieux. Et je me dis, putain, je ferai jamais aussi bien, c'est même pas la peine d'essayer. Grave erreur. Il y a un proverbe, une maxime que l'on dit dans le domaine du cinéma, qui explique pourquoi il y a autant de sequels, de remix, etc. Le proverbe, c'est « ça a peut-être déjà été fait, mais jamais par vous ». C'est juste la phrase à vous souvenir. Effectivement, c'est déjà fait, peut-être mieux, mais pas par vous. Donc faites, allez-y. Alors, là, on va parler du gros du sujet, c'est être une marque. Donc j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait éventuellement vous parler, quelqu'un qui avait une marque super puissante. Donc ceux qui ne savent pas à qui je fais référence, peuvent-ils demander à leurs voisins à qui je fais référence? C'est bon, tout le monde sait de qui je parle? Ok. Ce mec-là, il a construit sa marque, mais sur des années. Ça a mis des années. Je pense que pour vous, ça peut être plus rapide. Est-ce que vous avez bossé sur ces questions de personal branding? Ces questions de qui vous êtes, où vous allez, dans quelle étagère? Est-ce que vous avez eu des cours là-dessus? Est-ce que vous avez des ateliers? Est-ce que vous avez un peu commencé à bosser là-dessus? Est-ce que vous avez passé le MBTI? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Ok, vu vos regards, d'accord, très bien. Je vois des grands points d'interrogation et voir dans certains yeux, même en comicsant, c'est pas bien, faut pas mettre ça en comicsant. Ok. Alors on va s'arrêter sur ce slide-là. Parce que je pense que c'est assez important que vous essayez de travailler un peu à identifier qui vous êtes en 2017, en avril 2017. Vous n'avez pas encore trouvé le job de vos rêves. On va commencer par une première chose qui est la personnalité. Avez-vous déjà entendu parler d'un test qui s'appelle le MBTI? Il y en a des milliers, des centaines de milliers, mais celui-là c'est le plus reconnu, et celui-là, a priori, scientifiquement, il est plutôt fiable. MBTI, bon. Alors vous ferez, comme d'habitude, Google est mon ami, et vous irez voir ça de plus près. Ce que je peux vous dire, parce que là ça peut être intéressant que chacun d'entre vous passiez ce test. C'est un test qui va vous mesurer, en fait, votre personnalité selon 4 dimensions. Il y a 16 types différents, et vous allez voir des choses sur vous. Ça, c'est de l'or en barre, pour une question que l'on pourrait peut-être vous poser en entretien, qui est quelle est votre force et votre faiblesse? Pour éviter de répondre à la con, j'ai la faiblesse de mes forces et la force de mes faiblesses. Celle-là, elle est déjà faite, vous pouvez l'oublier. Par contre, vous pouvez dire, ouais, je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc j'ai des idées souvent géniales, comme le disaient mes profs ou mon maître de stage. Par contre, il faut me les demander 1 ou 2 fois parce que je doute encore un peu de moi et j'aurais besoin que voilà, vous soyez là pour les écouter. Vous voyez, hop, faiblesse. Au moins, c'est construit derrière. Ensuite, il y a une seconde chose. Ce sont les valeurs. Donc ça, c'est la personnalité. Les valeurs. Vous vous souvenez de ce matin? De nouveau, vous pouvez faire valeurs. Alors moi, j'utilise un jeu de cartes qui est pas mal, qui s'appelle Values. Bon, il y a une quinzaine de valeurs, vous allez trouver. Identifiez les 3 ou 4 valeurs qui vous paraissent être en phase avec les vôtres. Et lorsque vous allez rencontrer une entreprise, dans la préparation à faire avec une boîte, notamment si la boîte est assez importante, il y a une grosse mode depuis 5-6 ans dans l'entreprise, c'est de mettre sur son site nos valeurs. Ça, c'est le truc, mais c'est tarte à la crème, c'est hallucinant. Tout le monde fait ça, nos valeurs. Alors, il y a des gens qui mettent la valeur respect, par exemple, la valeur innovation, la valeur excellence. Alors, ça, c'est des valeurs qui ne veulent rien dire, mais bon, c'est pas grave, ça montre ce qu'on essaie de faire. Donc, identifiez l'endroit de ces valeurs. Si jamais elles n'y sont pas sur le site, ces valeurs ne sont pas sur le site, lors de votre entretien, demandez-les. Il y a toujours un moment où on va vous demander de poser des questions. Ça, c'est une question qui tue.
Oui, quelles sont vos valeurs organisationnelles, vos valeurs corporate? Donc ils vont vous les donner, et si vous avez déjà réfléchi un petit peu aux vôtres, top, vous rebondissez. Ah ben celle-là, elle est super en face, c'est exactement ce que je crois, super. Vous voyez, les valeurs. Question? La troisième, qui est importante, c'est là on va passer un peu de temps dessus, ce sont les appétences. En fait, il y a un autre nom qui est plus connu, mais que j'aime pas parce qu'il est un peu dangereux, c'est le mot de talent. Je ne l'aime pas parce qu'en France, on a un gros souci. Les entreprises ont confondu être un talent et avoir du talent. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises, elles font ce qu'on appelle de la gestion des talents. Donc, c'est-à-dire la gestion des jeunes collaborateurs, plutôt jeunes, qui ont fait plutôt de bonnes études, et qui auraient éventuellement un parcours intéressant à faire dans l'entreprise. Et donc, il y a pas mal de boîtes, alors surtout les grosses, qui ont créé des parcours, alors fast track, ou des parcours de HIPO, donc haut potentiel, dans lequel on va vous identifier et vous allez avoir des formations un peu décalées par rapport à ce que vous faites, mais qui vont vous permettre en fait de vous projeter, enfin, en tout cas les dirigeants qui se projettent pour vous dans l'avenir, vont vous mettre dans ce programme qui va vous permettre de prendre des postes de management éventuellement dans plusieurs années. Donc vous allez vous retrouver, alors que ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes dans l'entreprise, à faire des formations de management alors que vous n'avez pas d'équipe. Vous allez, vous allez peut-être travailler avec des startups, où vous allez ensuite être évalué sur des projets. On va vous motiver, pour que vous restiez, en vous montrant que l'entreprise voit en vous un avenir, et 2, pour préparer la suite. Donc ça, c'est la gestion des talents. On va s'interroger sur quels sont vos talents. Alors un talent, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est à moitié chemin entre votre personnalité et ce que vous aimez faire. Donc je vais vous donner des exemples assez concrets et je vous invite à noter, si vous voulez lire un bouquin qui m'a fait faire mon métier, c'est grâce à ce bouquin que j'ai monté ma première boîte. Il s'appelle, en anglais, il s'appelle First Break All the Rules, qui a été traduit en français par un nom tout pourri, qui est Manager contre vents et marées. Donc ce bouquin est écrit par un type qui s'appelle Marcus Buckingham, qui expliquait plusieurs choses. La première chose, c'est que ça ne sert à rien de chercher à être moyen dans un truc où vous êtes nul. Donc perdez pas de temps sur vos faiblesses. Sauf si c'est du surpoids, vous ne faites pas de sport, tout ça, là, il faut quand même être sérieux, c'est la santé. Mais sinon, voilà, si vous ne savez pas dessiner un rond, faites des carrés. Cherchez pas à devenir moyen en faisant des ovales. Ça, c'est la première idée. Donc, trouvez vos talents, vos forces et misez à fond dessus. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que finalement, par rapport à un métier donné, au hasard, designer, eh ben, en fonction de votre personnalité, de vos valeurs et de vos appétences, vous allez donner un arôme, un goût différent à ce métier que quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Donc, je vous donne parce que j'ai pas pris un jeu pour tout le monde, je vous donne des talents, vous notez ceux qui vous paraissent intéressants et qui correspondent à vous, et après je vous donnerai un autre exercice. Le premier, c'est la vision. Donc l'idée, c'est que vous êtes capable de percevoir ce que demain sera. Bon, normalement, ça commence tranquillou pour des designers. Encore 3, la narration. Donc vous savez captiver les gens en racontant une histoire. La créativité. Donc ce qui vous motive, c'est de créer, d'inventer, de trouver de nouveaux produits, etc. Bon, créativité. Et le dernier, c'est le roulement de tambour, la dérouillardise. Alors, une fois que vous avez déjà fait soit vous avez tout noté, dans ce cas-là, bravo, soit vous avez sélectionné ce qui vous paraît le plus. Maintenant, vous avez peut-être une liste un petit peu grande. Je vais vous demander de la réduire à 5. Donc soit vous savez immédiatement quels sont les 5 les plus importants, soit vous essayez de vous rappeler sur quel talent, sur quelle appétence, quelqu'un un jour vous a dit « Ah, tu fais ça, ça a l'air super facile pour toi, alors que moi, j'y arrive pas. » Là, vous tenez un talent. Donc quelqu'un peut vous dire ça. Si vous pouvez nous donner vos 5 talents.
qui vont commencer, en fait, pour voir si vous avez des talents, des appétences qui sont les mêmes. Moi, j'ai mis développement, structuration, persévérance, curiosité, créativité. D'accord. Vous avez fait les mêmes cas. Je me souviens, on s'est tapé les mêmes cas pendant toute une journée où vous me demandez ce que vous avez fait sur les 5 années. Et pourtant, vous n'avez pas les mêmes talents. Vous allez tomber sur un recruteur qui va vous poser la question, pourquoi est-ce que je devrais vous retenir? Pourquoi est-ce que je devrais vous recruter? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'équipe? Là, vous avez votre réponse. Les talents sont ça, 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 ça. Donc ça veut dire que par rapport à mon métier, j'apporte cette sensibilité, l'empathie, j'adore les gens et j'essaie de comprendre ce qui les motive, me mettre à leur place, là. Créativité, moi j'adore, parce que la créativité est toujours liée à une notion de contrainte. On n'est pas créatif s'il n'y a pas de contrainte, c'est juste de faire un chèque. Donc voilà, j'adore les contraintes et c'est là où je suis la meilleure. Oui, là, tout ça, c'est de l'or en barre pour un recruteur. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin dans le bizarre. Vous pourriez également vous demander, si vous étiez une fonte, une police de caractère, laquelle êtes-vous? Et pourquoi? Donc, Comic Sans, vous sortez. LBTK, vous pouvez rester, mais c'est pas super original. Donc déjà, vous êtes sans sérif ou avec sérif? Sans sérif. Ouais, d'accord. On est d'accord. Modernité, avenir, super. Alors, dans les sans sérif, vous êtes quoi? Plutôt Futura? Plutôt Futura? Très bien. Pardon? Futura, voilà. Après, vous pouvez très bien avoir développé votre propre police ou trouver une police un peu plus affûtée. Mais ça, de nouveau, ça va montrer aux recruteurs que vous vous connaissez. Je dis, voilà, là, dans votre discussion, je dis, oui, tout à fait, non, mais j'ai travaillé, personnalité, blablabla, mes talents sont là, et vous voyez, par exemple, je vous explique, je serai une police de caractère, et ben je serai police Futura. Parce que, puis là, vous inventez un truc derrière. Et là, ça va vous faire ressortir du lot de ceux qui pourraient éventuellement être en concurrence avec vous. Et surtout, de réfléchir à ça sous cet angle-là, ça va permettre de vraiment comprendre votre différenciation par rapport à votre promo, par rapport aux autres designers, et ça va vous permettre de pouvoir développer votre propre approche, votre propre marque, sur tout ce que vous allez communiquer sur vous par la suite. Et on va y venir, sur ce que vous allez communiquer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que vous êtes deux choses. Vous êtes tous, en fait, une espèce de réseau vivant, tous ensemble, et que vous devez fonctionner ensemble et ne pas vous perdre de vue, même si vous partez à l'étranger ou partez dans différentes entreprises. Il ne faut surtout pas vous perdre de vue, même si c'est que sur LinkedIn. Et ensuite, que vous devez devenir individuellement un média. Vous devez être votre propre magazine. Alors évidemment, il risque d'y avoir beaucoup plus d'images que de sons ou de textes. Sauf si vous êtes dans la com, il y aura pas mal de textes, et sauf si vous êtes en image, et là, il y aura plus de sons. Mais vous avez compris l'idée. La seconde question par rapport à la marque, c'est quel est votre univers? Voilà. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure que c'était sympa de nous montrer votre book au jury, sauf que on voit bien qu'il y a un trait, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est mis dans votre approche. Mais comme à chaque fois vous remettez tout en question, pour répondre à une problématique qui vous a été posée, on a du mal à vous voir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous cherchez votre premier boulot, mais vous saurez que vous êtes dans la bonne pente, entre guillemets, où en gros, vous changerez de boulot en boulot parce qu'on viendra vous chercher. Et on vous demandera votre CV uniquement pour les RH. Pas pour le lire. On s'en fout, ce sera juste un document administratif. Parce qu'on aura vu ce que vous faites. Et on voudra ça. On voudra cette capacité créative. Donc pour créer votre univers, revenons à la question de départ. Qui sont vos gourous? Les gens que vous admirez. Steve Jobs, très bien. On attaque dans les gens morts. Allons-y, qui d'autre? C'est obligé que ce soit un créatif? Non, ça peut être un chanteur, ça peut être Maître Gims, on s'en fout. C'est Schwarzenegger, pourquoi pas? Très bien. C'est le boulot que vous avez fait depuis 5 ans sur des marques qu'il faut faire sur vous. Donc vous prenez vous comme marque. Peut-être que ce serait pas mal que vous vous rassemblez en groupe de 3-4 et vous vous aidez à trouver votre marque à vous. Et cette marque va vous permettre d'avoir une continuité dans tous les travaux que vous avez faits depuis la première année, que vous allez vite oublier, on est bien d'accord que dans
dans 3-4 ans, les trucs que vous avez fait en première année, ils apparaîtront sur votre site, sauf si vraiment ils sont extraordinaires, vous allez être trop fiers, mais il faudra peut-être un moment à les oublier parce que ça ne participera pas peut-être à votre marque globale. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir sélectionner pour donner un sentiment de lecture qui soit un petit peu cohérent dans tout ça. La seconde chose, la troisième chose, pardon, donc après avoir discuté sur qui vous êtes, votre marque, c'est comment est-ce que vous allez donner de la valeur à votre réseau. Donc comment est-ce que vous allez vous donner de la valeur les uns les autres. Comment est-ce que vous allez donner de la valeur à votre prochain patron ou à votre prochain client. Une notion de valeur. Je travaille beaucoup là-dessus, ça me paraît absolument important. L'idée, c'est que, ça c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, notez, notez pas, vous me remercierez plus tard. Vous devez toujours donner plus de valeur à quelqu'un que vous n'attendez d'avoir de valeur de sa part, tout le temps. Et ne jamais penser à donner quelque chose en disant il va me rendre. Il me rendra l'appareil quand il y aura besoin, jamais. Vous donnez, vous ne posez pas de questions, vous donnez. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir créer un réseau solide, vous allez pouvoir créer une certaine influence sur ce sujet-là. Le dernier, comment il s'appelait? Oui, bien sûr, Enchantment de Guy Kawasaki. C'est une bible pour survivre en milieu corporate qui explique un peu tout ça. L'autre chose, c'est remercier. C'est donner plus de valeur, et l'autre chose, c'est remercier. Vous êtes reçu en entretien, vous remerciez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez déjà, il y a du boulot. Là, on a travaillé sur qui nous étions, qu'est-ce qu'on a envie de projeter à l'extérieur, sur nous en tant que produit, / marque. Maintenant, ce produit / marque, il va falloir le communiquer à l'extérieur. C'est bien d'être le meilleur designer du monde, maintenant, il faut que le monde le sache. Donc pour ça, tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui sont absolument géniaux parce que vous pouvez aujourd'hui avoir deux politiques de recherche d'emploi. La première est une recherche active. Vous allez aller dans les salons, vous allez aller taper aux portes, vous allez envoyer des candidatures spontanées, vous allez répondre à des annonces, bon bref, ce que tout le monde fait. Ça, c'est l'approche active. Sauf que, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recherchent des gens, mais sans passer d'annonces. De plus en plus d'entreprises, et je ne sais pas si vous connaissez, forcément vous connaissez IDEO. IDEO, vous n'allez pas travailler pour IDEO en leur envoyant un CV. Vous ne pouvez travailler à IDEO que si vous connaissez quelqu'un qui travaille à IDEO. C'est la cooptation, referral en anglais. Donc ça veut dire que vous allez devoir avoir une stratégie active, les CV, etc., mais également une recherche passive. Recherche passive, ça veut dire vous montrer que vous êtes là, être présent, faire en sorte que vous soyez trouvé, et voilà, participer à des meet-up, un truc un peu en stealth mode, comme on dit dans les startups. Sachant que, et ça j'y crois vraiment, mais ça malheureusement vous n'avez pas du tout, et là je sais que vous n'êtes pas du tout taillé pour ça dans cette école, quand je vois le nombre de personnes qui veulent chercher un emploi, c'est que vous devez considérer que finalement vous pouvez très bien trouver un emploi comme très bien trouver un client. Et que l'un peut permettre de nourrir, donc trouver un client peut vous permettre de nourrir votre book pendant que vous cherchez un emploi. Si vous avez relevé les pièges, vous avez un endroit qui centralise toutes les annonces. Donc, je ne sais pas si j'utilisais NetVibes par exemple, NetVibes, qui était super connu il y a quelques années, tout le monde l'a oublié mais il existe toujours, qui vous permet de centraliser l'arrivée de toutes les annonces, de tous les job boards qui peuvent vous intéresser. Vous avez une page, les annonces arrivent directement. Donc vous pouvez y répondre en temps réel, boum boum boum, ne perdez pas de temps avec ça. Comme ça vous pouvez vous concentrer sur la partie passive. Et dans cette partie passive, donc voilà, peut-être que vous allez trouver un client à défaut d'un emploi pour commencer. Pourquoi pas? Auto-entrepreneur, c'est un papier à remplir, ça prend un quart d'heure à créer. Vous pouvez faire jusqu'à 32 000 €, je crois, avant que ça ait changé, mais ça va encore changer avec le prochain qui arrive. En tout cas, il n'y a rien qui vous en empêche. Et surtout, en recherche d'emploi, ça montre à un candidat que vous n'avez pas besoin d'un recruteur. Ça montre à une entreprise ou à un chercheur, un recruteur, je vais y arriver, que en gros, vous n'avez pas besoin de lui pour travailler. Imaginez la valeur que ça vous donne. Plutôt que donnez-moi un boulot s'il vous plaît. Alors, pour être visible, il y a deux choses. Deux choses de base, deux choses primordiales. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez Google en haut, votre portfolio en bas. Ok, tout va bien. Bon, alors, juste une petite chose. Donc j'ai pris un étudiant de Crapol
qui était diplômé il y a 2-3 ans maintenant, pour brouiller les pistes. Et donc voilà, j'ai mis son nom dans Google et j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Vous avez de la chance, vous, c'est qu'il y a Behance. Alors qu'il y a 2-3 ans, il y avait 2 étudiants de Créapol qui étaient sur Behance. C'était pas terrible. Donc lui, il avait fait son blog directement, son site, donc c'est une super idée. Au moins son site sort en premier. Et son site était pas trop mal fichu. Après, il mélangeait un petit peu ce qu'il avait fait pour de vrais clients et ce qu'il avait fait à l'école. Super. Son LinkedIn, très bien. Alors LinkedIn, c'est super et pour connecter tout le monde, pour être trouvé. Par contre, c'est moche. C'est hyper moche. Pour l'instant, peut-être qu'ils changeront ça, mais pour l'instant, c'est moche. Donc essayez autant que possible de partager des copies d'écran de vos travaux. Essayez autant que possible de le rendre un peu visuel. Et n'oubliez pas de remplir à mort les skills. Ok, il a voulu mettre, donc il a créé sa boîte sur une chaîne YouTube. Sauf que comme vous voyez, c'est complètement à l'abandon, il ne se passe rien, il n'a même pas personnalisé sa couverture ni mis sa photo, donc il ne se passe rien. Donc là, toujours, attention, s'il ne se passe rien, comme me dirait ma stagiaire Léa, qui m'engueule avec ça, ça ne sert à rien d'aller sur des nouveaux sites si ce n'est pas pour être actif. Ça dessert. Parce que moi, j'étais à fond sur Mastodon. Vous ne connaissez pas Mastodon? Bon, bah, regardez à l'occasion Mastodon, comme mastodonte, mais sans te. Mastodon, c'est un site développé par un Allemand qui cherche à remplacer Twitter. Et au début, tout le monde rigolait, et puis finalement, il se passe pas mal de choses sur ce truc-là. Voilà, je continue avec Google Images. Alors là, il y a faute, parce qu'en fait, il a quand même un métier communication, produit, machin. Il y avait une seule photo qui ressortait avec son nom. Donc il n'y avait aucune photo de ses travaux, aucune photo de rien. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas pensé sur la légende des photos de mettre moins son nom et une compétence associée à ce travail. Donc n'oubliez pas de le faire. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de portfolio que j'aime bien. Le portfolio, ça doit vraiment être vous. Et moi j'aime beaucoup celle-ci parce que la fille, donc c'est vraiment en photo, elle est en position, elle montre un petit peu le côté actrice, je suis désespéré, et il y a un côté émotif. Voilà, je suis découragé, comment je sens quand je ne suis pas en train de faire l'internet. C'est un choix. On ne peut pas le trouver nul, on ne peut pas le trouver bien, c'est un choix. Toute erreur assumée devient un choix artistique. Vous connaissez cette phrase. Voilà. Alors, quelques exemples en fait de portfolio. Celui-là est plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'il n'est pas très lisible. Celui-là il est pas mal, mais personnellement j'aurais fait un travail pour la CFDT, je ne le mettrais pas forcément en première ligne, même si je suis fier de mon travail, parce que c'est quand même vachement segmentant. Et en dernier, voilà, le mec, tout va bien, je crois qu'il est diplômé d'ici, voilà, 3 fonds, mais là, on sent qu'il est au top du top. Alors peut-être qu'il a un boulot et qu'il s'en fout, mais justement, parce que vous avez un boulot, vous ne devez surtout pas vous en foutre. Vous devez continuer à agir comme un chercheur d'emploi, même passif, attention, je ne vous dis pas de continuer à brailler le chaland et à dire à tout le monde je cherche un job, parce que là, forcément, à un moment, vous allez tomber sur un ami du patron qui va vite vous remonter les bretelles, ça va se terminer pour vous. Par contre, restez en recherche en mode passive et continuez à alimenter votre... vous faites des doodles, vous avez des idées, vous avez un projet sur lequel vous avez travaillé qui est devenu grand public, donc, sur lequel il n'y a plus de copyright. Partagez, il faut que vous documentiez votre vie professionnelle. Et il faut que votre vie professionnelle soit visible par ceux qui ne vous cherchent pas. Autre chose, dans les portfolios, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais parfois il y a besoin. Ne mettez pas que le produit final. Continuez à avoir un peu cet esprit étudiant tout au long de votre vie et continuez à mettre en avant la demande du client, le problème qui a été rencontré, donc vos inspirations. Mettez les différentes phases des croquis, tout ce qui vous a amené petit à petit à arriver au produit final. Voilà, ma bagnole.
Donc ça aussi c'est important parce que ça montre à celui qui vous cherche comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, et ça vous permet de nouveau de mettre pas mal de mots-clés. Cette approche de mots-clés est importante, je vais revenir dessus après. Voilà, donc ça par exemple, ça c'est un type, je ne sais plus, qui est un ancien d'ici, je ne sais pas ce qu'il c'est, qui bosse dans une agence, et il a continué à mettre en avant ce qu'il a fait. Et en plus il l'a fait de façon malin parce qu'il l'a mis en... C'est lui qui a pris la photo, c'est son iPad, et il l'a mis en situation pour montrer. Votre portfolio et ce qu'on trouve sur Google n'est que le centre de votre univers. Votre univers va être beaucoup plus large que ça. Je vous assure que là c'est un vrai boulot. Mettre ça à jour, enfin le créer et ensuite le mettre à jour, c'est un vrai boulot. Mais là c'est comme ça que vous allez faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer de boulot, de passer de boulot en boulot sans jamais avoir à faire un CV. J'ai séparé les choses en plusieurs... Voilà. Alors, donc j'ai mis à gauche ce qui était en temps réel, à droite ce qui était en différé, en haut ce qui était visuel, en bas ce qui était textuel. Aujourd'hui, c'est clair que le textuel est en train de disparaître gentiment. On passe de plus en plus vers le visuel. Mais n'importe qui, que ce soit un client ou un chef d'entreprise qui a besoin de vous, il va vous chercher par des mots-clés. Donc n'oubliez pas quand même le texte. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À gauche, il y a Facebook. Parce que vous allez retrouver, Facebook est super bien référencé sur Google, évidemment. Donc, on va retomber sur votre nom. Donc, mettez-vous bien d'accord sur ce que vous partagez et ce que vous ne partagez pas. Donc, mettez toujours le défaut sur Friend. Mais quand vous partagez quelque chose de pro, vous mettez la petite planète partagée sur la Terre entière. Qui est sur Twitter? Ok, bon, ça fait un quart, même pas. Bon, alors Twitter se meurt, Twitter souffre, Twitter recule, mais Twitter ne se rend pas. C'est vrai que sur Twitter, il y a beaucoup plus de gens qui sont là pour lire que pour participer. Ok. Maintenant, si votre stratégie, c'est de vous positionner comme un expert sur un sujet très précis, un truc très très niche de votre métier, Twitter est quand même incontournable. Pour faire de la curation sur ce domaine-là, pour partager des idées sur ce domaine-là, etc. Donc Twitter reste important. Même si je suis d'accord qu'aujourd'hui pour vous c'est plutôt Instagram, on est bien d'accord. Sauf que, après, tout dépend de l'environnement dans lequel vous cherchez un emploi, mais je ne sais pas si aujourd'hui les gens ne sont pas toujours Twitter que Instagram, malheureusement. Oui. Justement, sur Instagram, il y a de plus en plus de sociétés qui ont un compte. Sur Instagram? Ouais. En France, j'en ai pas croisé, mais les sociétés anglaises, américaines, tout ça, tout le monde s'en compte Instagram. Je pense que c'est comme Facebook, ça permet aussi d'avoir beaucoup de vues, voir plus de monde, parce que c'est plus simple, avec un mot, on peut trouver beaucoup d'images, et donc trouver la personne assez plus rapidement qu'en ayant son nom complet. Tout à fait. C'est peut-être un futur comme LinkedIn avec des images, juste avec quelques mots, peut-être c'est peut-être un LinkedIn et 2.0 c'est plus simple, et tout en ayant accès avec la personne, en ayant des informations. Tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Ben Chaminade, si vous voulez voir. Oui, effectivement. Donc Instagram, je l'ai mis en haut à droite, devient effectivement important. Ok. Mais Twitter, l'abandonnez pas pour l'instant, pour ceux qui y sont déjà, l'abandonnez pas. Voilà. Après, Twitter, ça dépend de votre stratégie. Bon. Ensuite, on a quoi? On a votre LinkedIn, ça va de soi. On a votre média social du secteur, s'il y a un média social du secteur. Donc pour vous, si c'est le dessin, c'est Beyoncé, il n'y a même pas de question à se poser. Vous avez ensuite votre blog, si vous en avez un. Et tout dépend. Si vous avez un portfolio, un blog. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. De nouveau, moi je conseille toujours d'avoir un blog si vous êtes plutôt quelqu'un qui est un peu créatif en termes de production. Vous avez toujours plein d'idées, vous faites plein de dessins, vous avez plein de projets, etc. Dans ce cas-là, le blog peut être évidemment pas mal pour héberger votre compte Beyoncé et faire un lien avec Beyoncé. Parce que évidemment, ce que je ne vous ai pas dit et ce qui est évident, c'est que tout ça doit être interconnecté. Sur votre chaîne YouTube, si vous en avez une, vous renvoyez sur votre portfolio. Votre blog, si votre blog n'est pas votre portfolio, renvoie sur le portfolio, etc., etc. Donc là, même si vous savez programmer, vous savez faire les sites de zéro, évidemment, vous n'allez pas vous emmerder avec ça, sauf si vous voulez en faire votre métier.
L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, de trouver le meilleur outil pour pouvoir mettre en place le plus vite possible une visibilité pour vous aider à trouver un job. Donc, on prend les raccourcis. Donc ça, par exemple, c'est Colorlib. Colorlib, c'est un design de WordPress qui doit être pas cher ou gratuit, spécifique pour les designers. Le site permet de référencer, pour celui qui est intéressé, de pouvoir référencer tous les endroits où vous êtes. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook si vous avez une page que vous souhaitez partager, etc., etc. Vous pouvez au même endroit tout partager. J'ai essayé de rendre palpable mon écosystème et mes compétences en ayant une réflexion assez loin autour de la marque que je pouvais représenter. Mon job, vous vous souvenez ce matin, je vous parlais des valeurs, je vous parlais de tradition. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit icône avec un chapeau melon. Et ce matin aussi, je vous parlais de la nouvelle valeur qui devient de plus en plus importante, c'est la valeur liberté. Vous vous souvenez de la couleur de la barre? Orange. Donc on retrouve mon truc entre modernité et tradition. On le retrouve là. Et après, on retrouve plein de choses sur les jeux que je développe, sur le fait que je sois australien. Alors après, il faut faire attention à l'effet sac à main. L'effet What is my bag qui était très populaire sur Flickr pendant un moment. Donc à droite, les petites fioles de mon site principal où j'ai essayé d'identifier en termes de... J'ai fait un peu comme des potions magiques avec la potion qui rend plus créatif, la potion qui rend plus original, etc. Ensuite, les jeux donc, que je vends spécifiques sur un autre site. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la couleur principale que l'on retrouve sur tous les logos de toutes mes boîtes. J'en ai 7 et il y a une dominante orange. Et évidemment, ça évolue. Ça, c'était peut-être l'année dernière, maintenant, j'ai encore changé. Ce que vous faites grandit avec vous. Donc, vous changez régulièrement. Être recruté. Donc là, très concrètement, par quoi vous allez commencer demain? Là, on va parler beaucoup plus de votre CV. On va parler de votre partie recherche active. Il y a quelque chose que je vais vous conseiller de faire, c'est de reconstruire votre CV. En commençant par la première chose qui est de réfléchir à tous les mots-clés qui sont liés à votre activité et au métier que vous aimeriez trouver. Tous les mots-clés, en français, en anglais, leurs abréviations, tous les logiciels de système d'information des ressources humaines et tous les outils d'aide au recrutement utilisés par les boîtes, en tout cas celles qui sont équipées, ce sont des recherches par mots-clés. Ensuite, l'étape 2, c'est d'écrire un résumé. Donc vous connaissez le terme en anglais, résumé, sachant que le résumé n'est pas un CV. Vous allez reprendre chaque expérience, chaque stage que vous avez fait. Donc telle entreprise, titre du stage. Là, vous allez mettre les compétences que vous avez utilisées. Ensuite, vous allez écrire les responsabilités que vous avez eues. Alors normalement, si vous avez fait votre CV en français, à la mode française, vous avez juste à copier-coller ce que vous avez déjà mis dans votre CV, parce que tout le monde met les responsabilités. Si vous avez été en charge de développer la nouvelle plaquette machin, vous avez été responsable de développer la nouvelle pièce bidule truc luche du train avant machin, vous avez été, voilà. Tout ça, vous en mettez là. Le tout, c'est d'être exhaustif, donc si vous avez 6-10 lignes pour ça, c'est pas grave. Ensuite, et ça, très peu de Français le font, c'est de mettre les résultats. Partager les résultats. Qu'est-ce que ce stage a apporté à l'entreprise qui vous a reçu? En termes de, je sais pas, ça peut être en termes de temps, en termes d'argent, en termes de part de marché, en termes de clients, en termes de prix, de design machin, en termes de trouver le truc qui est important par rapport à votre métier qui fait que ça a apporté quelque chose à votre entreprise. Et la quatrième chose, ce sont les acquis. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Et ça, vous faites ça pour chaque expérience. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est que la première étape. C'est là que vous allez vous retrouver avec 2-3 pages bien remplies, bien fournies, dans lesquelles vous allez évidemment veiller à y mettre tous les mots-clés que vous aviez identifiés à la première étape. Ok? Seconde étape, vous allez transformer votre résumé, vous allez en faire un CV social. Alors un CV social, ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'une fois que vous avez tout ce matériau-là, vous allez pouvoir le réduire pour faire votre CV, qui fera qu'une page, comme mademoiselle le disait. Mais au moins, vous aurez le choix de ce que vous allez mettre. Et contrairement à ce que tout le monde fait, je sais, chez les jeunes diplômés, de ne mettre que les responsabilités, j'étais en charge de ça, de ça, de ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose en plus, c'est que vous allez pouvoir mettre un ou 2 résultats par expérience.
En fait, j'ai participé à ce que mon équipe de designers ait été félicitée au Lion d'Or à Venise. Vous voyez, ça apporte un truc en plus. Toujours en respectant la page du CV. Ok, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec une seule page, qui est vraiment un condensé des 3 pages. C'est pas fini. Je vous ai dit, c'est un CV social. Pourquoi c'est un CV social? Parce qu'en haut, vous aurez mis les liens, si vous ne le faites pas déjà, j'espère que vous le faites maintenant. Vous aurez mis en haut de votre CV le lien vers votre profil Behance, votre profil LinkedIn, ou alors votre profil de votre blog ou de votre site perso qui fera le lien vers tout le reste. Et en fait, votre CV, en vrai, c'est un flyer. C'est un flyer de soirée. C'est regardez mon CV, vous captez l'attention parce que vous avez fait une sélection assez précise de tout le tas que vous aviez déjà d'informations avant, et ça doit donner envie aux recruteurs, un peu comme dans Facebook, de cliquer sur le lien pour voir où ça le mène. Et là, vous avez gagné. Donc 1, les mots-clés, 2, le résumé, 3, le CV en une page avec les liens, et 4, tous ces trucs-là là, que vous avez mis, qui sont les 3 pages, vous faites un copier-coller dans LinkedIn. Et là, au moins, 1, les gens qui vous chercheront sur les compétences sur LinkedIn, ils auront des tartines de mots-clés, donc ils auront plus de chances de vous trouver. 2, s'ils sont super passionnés par votre CV et qu'ils veulent en savoir un peu plus, vous allez leur donner à manger. Et vous allez pouvoir les aider à comprendre et à plus creuser votre profil. Et puis 3, vous serez parmi les rares à faire ça, parce qu'il y a encore trop d'étudiants qui se contentent du service minimum. Alors que là, au moins, c'est complet. Cette approche-là, je l'ai développée moi, en Australie, parce qu'en Australie, ou aux États-Unis, ou en tout cas dans les pays dans lesquels il y a plus de recruteurs extérieurs que de recruteurs internes, c'est-à-dire qu'en Australie, il y a 85% des entreprises qui font appel à un recruteur extérieur. Donc que 15%, ils ont un recruteur en interne. Contrairement à la France. La France, c'est 85%, ils préfèrent faire eux-mêmes, croit-il. C'est-à-dire que moi, quand je recevais des candidatures, en vrai, j'étais pas un recruteur, j'étais un commercial. C'est-à-dire que moi, mon job, c'était de vendre, avec les questions que je posais sur les valeurs, etc., de vendre les gens qui m'envoyaient leur CV à des clients. Donc ça veut dire que je pouvais très bien recomposer le CV du candidat pour qu'il rentre un petit peu mieux dans le formulaire plus précis de l'entreprise, ou de mettre en avant un peu plus les compétences que cherchait l'entreprise, sans que le candidat le sache. Donc j'avais plus de boulot, mais au moins je facilitais le matching avec le client, sans mentir. Non, faut pas mentir, c'est pas bien mentir. Faut pas exagérer sur le CV, il n'y a pas besoin. Voilà. Et donc c'est pour ça que si vous allez chercher du boulot en Australie un jour, vous faites votre CV en 3 pages. Parce qu'ils veulent tout savoir, parce qu'après ils vont redécouper pour pouvoir retransférer au client. Voilà. L'idée qu'il y a derrière tout ça, je reviens avec ce slide-là dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, votre recherche d'emploi, ça ne doit pas être ça. C'est pas voici mon CV, j'ai envie de quitter mes parents, j'ai envie d'acheter une voiture neuve, j'ai envie de voyager, j'ai envie de venir à Paris. Voilà mon CV. Non, vous devez faire ça. Vous imaginez l'impact, la différence? Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous voyez, toujours je vous donne des trucs qui vont vous permettre de marquer une différence en entretien, et qui vont améliorer vos chances d'avoir un entretien. Ça peut être assez intéressant lorsque vous rencontrez un recruteur, surtout les recruteurs les plus classiques qui vont prendre votre CV et qui vont le lire de façon chronologique en repassant vos stages les uns derrière les autres, de lui dire voilà ce que j'ai appris de cette expérience. Parce que les acquis, en fait, vous ne les mettez pas dans le CV, je ne vous ai pas dit, mais les acquis, vous pouvez éventuellement les mettre sur LinkedIn, mais vous les gardez pour vous ne les mettez pas sur le CV. Ça vous donne des biscuits de choses sur lesquelles vous pouvez parler pour échanger avec le recruteur sur vos expériences professionnelles. Et de nouveau, ça prouve votre esprit un peu cartésien, qui prend du recul par rapport à une situation, qui voit tout en positif et qui apprend de toutes ses expériences. Maintenant, n'oubliez pas la petite lettre sympa de motivation, enfin le petit message de motivation dans le mail, sans faute, le plus adapté possible, etc. Ça peut être hyper important. Quand j'ai recruté un responsable chef de produit pour Technored, ma boîte de 4x4, je ne recherchais pas à recruter en fait.
Je m'étais dit, tiens, je vais rencontrer quelqu'un par le réseau, puis ça arrivera quand ça arrivera. Et il se trouve que 3 jours plus tard, je reçois un CV par la poste avec une lettre de motivation manuscrite. C'est un truc, mais c'est un truc en 2012, n'importe quoi. Je l'ai lu, et en fait, le mec nous suivait sur les forums, connaissait nos places en championnat, savait qu'on travaillait sur un projet qui était à l'époque un peu secret, qui était de rénovation, et nous proposait de nous rencontrer. Enfin, je t'assure, mon associé et moi, on a pris notre bagnole, on est allé le voir. Il habitait à Chambéry, on est allé le voir à Chambéry. Qu'est-ce que c'est que ce sauvage? Et on l'a recruté, mais dans la semaine, il déménageait femmes et enfants et il venait bosser en région parisienne. Donc ne sous-estimez pas la force de l'implication et de l'engagement que vous pouvez avoir dans un mail. Bon, 4e partie, avant-dernière partie. Trouver un job, c'est également un sport collectif. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est de votre responsabilité, en tant que jeune diplômé, en tant que futur ex-étudiant de Créapol, de participer à l'image de votre école, à continuer à parler de votre école par la suite, pour que Créapol, on s'en fout de sa dans les sondages, mais que Créapol soit identifié et plus valorisé que parce qu'il y a un nanar qui a 50 ans a fait la première pièce d'1 euro, je sais pas quoi, ou qui a fait le design du Néo bidule en 73. Là, c'est votre boulot, de garder votre école, comme on dit en anglais, relevant, et pas un truc de fils à papa dont on voit le chien dans le métro. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez être en collectif, avec vous, entre vous déjà, et avec les anciens. Donc vous vous rajoutez tous sur Facebook, vous partagez tous sur Facebook, tous sur LinkedIn au moins, vous likez les tendances les uns les autres, vous partagez les infos, vous restez en contact. Vous restez une équipe. Même si vous allez peut-être être concurrents sur des postes, on s'en tamponne, vous êtes ensemble. Et surtout que vous savez aujourd'hui que le talent de Mademoiselle, c'était empathie. Mademoiselle, c'était créativité. Voilà, vous avez chacun vos différences et que ça peut être sympa, peut-être utile de faire appel aux uns aux autres, rien que pour les idées, rien que pour vérifier votre book ou que sais-je. Restez groupir. 6e compagnie au clair de lune 1980 pour ceux qui n'ont pas compris la référence culturelle. Ok. Voilà, donc c'est ça les likes. Voilà. Autre chose, si certains d'entre vous n'ont pas de boulot dans 2 ou 3 mois, n'ont pas de boulot en septembre, peut-être que ça vaut la peine, pendant que vous cherchez un boulot, de créer une agence de com et de design. Juste en bullshit, hein. Vous faites juste c'est fake it until you make it. Vous faites un beau site web, comme la coloc, ça existe. En fait, la coloc, c'était 5 indépendants qui démarraient, qui n'avaient pas beaucoup de clients. Ils ont créé lacoloc.com, je sais pas quoi. Ils ont trouvé des bureaux à Lorient, hein, ils sont bretons, hop. Et ils se sont dit, voilà, nous, on est une agence, on est 5, on a chacun nos spécialités. Et donc nous, vous, clients, on peut vous proposer le meilleur de nos compétences pour répondre à vos problèmes. Même si en vrai, c'était 5 qui avaient fait la même école, qui avaient les mêmes compétences et qui pouvaient faire interchangeable. Mais c'est pas grave, pour le client, c'est pas mal d'apporter la différence. Et donc ça peut être toujours pas mal pour exister pendant que vous cherchez votre boulot. En tout cas, ne jamais rester absent d'Internet, ne jamais rester invisible, ne jamais rester devant Game of Thrones et que sais-je. Voilà, ok, blog, ok. Oui, autre chose, peut-être que ça aussi, ça fait partie des choses. Si certains d'entre vous veulent être hyper pointus dans le design automobile, le design de transport, le design de vêtements ou que sais-je, peut-être que ça peut être pas mal de créer un blog à plusieurs sur un sujet. Et vous vous donnez à tour de rôle le job d'écrire un article par semaine, chacun son tour. Si vous êtes 4, ça fait un article par mois, on est bon. Et vous continuez d'exister. Et vous faites le lien avec vos profils. Voilà, le tout, c'est créer du contenu. Vous êtes des machines à médias, vous êtes chacun des médias sur pattes qui respirent, et vous devez continuer à produire tout le temps, que vous soyez à la recherche d'un job ou que vous soyez en job. Jamais vous endormir. Voilà, les 5 personnes, les 5 personnes qui se sont mis ensemble, vous voyez, voilà, des potes, et puis hop, on avance.
Il y a une entreprise comme ça, il y a pas mal d'entreprises que je vois apparaître comme ça, comme par exemple Studica, qui fait des challenges étudiants. Ça aussi c'est pas mal pour avoir de la visibilité, Studica. C'est des marques qui proposent des concours, designer le nouveau packaging de shampoing machin, imaginer le nouveau, je sais pas, le nouveau logo de bidule machin, et derrière, ceux qui gagnent, en fait, obtiennent peut-être un emploi. J'aime bien l'idée. Et enfin, la candidature spontanée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les grands groupes, vous oubliez ces poubelles. Par contre, les petites boîtes qui sont dans l'émotion, hein, une boîte où il y a 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, on est là au niveau de la famille. Donc on cherche quelqu'un, on cherche un être humain qui a un cœur, qui a une vision, avec lequel on va être bien. Donc là, la lettre de motivation est primordiale. C'est là, pour le coup, c'est le CV qui accompagne la lettre de motivation, et pas le contraire. Voilà, c'est ça, NetVibes dont je vous parlais pour organiser votre recherche. Donc ça, j'aime bien ça, parce que vous mettez... vous chopez les flux RSS des sites d'emploi qui ont encore un flux RSS, vous mettez ça là-dedans, vous mettez ça à la place de Google et automatiquement, quand votre page s'ouvre, vous recevez des annonces. Et puis voilà, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ?